Nous sommes près de Waco le 19 avril 1993 et la tension est à son comble. Cela fait maintenant 51 jours que le FBI encercle la résidence des Davidiens, une secte dirigée par leur gourou, David Koresh. À l'intérieur se trouve une centaine de personnes rudement armées et prêtes à se défendre coûte que coûte. Et à juste titre, puisque le premier jour du conflit a démarré dans une fusillade qui a duré pratiquement 2 heures et qui a fait une dizaine de morts. La tension est donc à son comble, mais après 51 jours de siège, le FBI s'apprête à intervenir de nouveau sous ordre de Washington. Mais la question que tout le monde se pose, c'est comment a-t-on pu en arriver là? Mes amis, aujourd'hui nous allons nous plonger dans les dérives d'un homme à la tête d'une secte qui, tragiquement, restera à jamais gravée dans le marbre pour sa folie, celle de David Koresh. David Koresh, de son vrai nom Vernon Howell, est né en 1959. Sa mère n'a que 15 ans et son père est aux abonnés absents. Et très jeune, Vernon est très curieux et bavard, ce qui en agacera plus d'un, notamment le nouveau mari de sa mère, un alcoolique qui le tolère à peine. Mais à l'école, le jeune Vernon a de plus en plus de difficultés à lire et à écrire. Dyslexique, il accuse un sévère retard et est souvent la victime de brimades. Seul et en manque d'amour, Vernon trouve refuge dans la musique, mais pas que, puisqu'il trouve aussi refuge dans la Bible. Très pieuse, la grand-mère de Vernon l'encourage dans ses études bibliques. Alors qu'il n'a que 10 ans, le garçon commence à lire la Bible chaque jour et à 14 ans, il sait réciter l'intégralité de l'Ancien Testament. Et à 18, il connaît le Nouveau sur le bout des doigts. Tout juste majeur, il tombe amoureux de Linda, qui tombera par la suite enceinte de lui. Seulement voilà, le père de Linda ne voit pas cette grossesse hors mariage d'un bon œil, ainsi qu'il écartera Vernon de sa fille. Pour le jeune homme, c'est le début d'une vie d'errance. Tel une âme en peine, il erre de petit boulot en petit boulot pour gagner sa pitance. Une nuit, alors qu'il est seul, Vernon s'effondre au pied de son lit. En larmes, il entend une voix qui semble étonnamment familière. Selon le jeune homme, à cet instant précis, Dieu lui a parlé et lui a révélé qu'il était un être à part. Après en avoir parlé à sa tante et sur ses conseils, il plie bagage et se rend au campus religieux du Mont Carmel. Un campement pittoresque d'une trentaine d'hectares où une grange fait office d'église. Un coin perdu au milieu du désert du Texas et proche de la ville de Waco. C'est en 1934 que Victor Hotef, un Bulgare au passé obscur, achète un lopin de terre situé à une vingtaine de kilomètres de Waco. C'est là qu'il installera sa congrégation appelée les Davidiens. Et c'est là, à cet endroit, qu'ils construiront une grande résidence qu'ils appelleront le Mont Carmel, en référence à la montagne sacrée située à Israël. Mais sa congrégation va avoir une petite particularité, et pas des moindres, puisque depuis toujours, elle n'accueille que des religieux qui se préparent à la fin du monde. En 1959, Benjamin Roden succède à Hotef. En effet, ce dernier s'est trompé sur la date de l'Apocalypse. Il n'en fallait pas plus pour que ses fidèles le désavouent et lui demandent de s'en aller. À sa mort en 1979, son épouse reprend les rênes du culte. Ce sera elle qui accueillera Vernon quand il arrivera au Mont Carmel. Dans ce nouvel environnement, Vernon trouve rapidement ses marques. Même s'il n'est pas un bon orateur, les autres membres le trouvent sympathique et charismatique. D'ailleurs, parmi celles qui en pincent pour Vernon, se trouve la dirigeante du culte. Elle a 66 ans, sachant que lui en a 22. Cela ne les arrête pas. En fait, le seul qui trouve à en redire est le fils de la dirigeante, qui sera chassé de la congrégation en 1987. Désormais, la voie est libre. En couple avec la dirigeante du culte, Vernon devient le nouveau successeur. Et au moment où il devient le maître des lieux, Vernon a une illumination. Dieu lui parle personnellement et quotidiennement. Il lui dit que c'est lui qui doit délivrer tous ses fidèles du mal. Désormais devenu prophète, il sera David Koresh, en hommage au fondateur de l'Empire perse qui libérera les Juifs de Babylone. Beaucoup plus malin que ses prédécesseurs, David ne donne pas la date précise de la fin du monde et trouve un nouveau moyen d'occuper ses fidèles. Il réinterprète ainsi les textes de l'Apocalypse et assure que croire en lui leur octroiera la vie éternelle. Mais très rapidement, le jeune homme dévoile un côté bien plus tyrannique. Lui, qui était autrefois serviable, devient un monstre colérique et égoïste. Guidé par l'amour de la chair, il autorise la polygamie, mais que pour lui. Désormais, toutes les femmes lui appartiennent. Pour les hommes, ils ont interdiction de coucher avec qui que ce soit et doivent faire vœu d'abstinence. Sauf que ce n'est pas tout.
David a une préférence pour les filles jeunes, beaucoup trop jeunes, puisqu'en 1984, il épouse Rachel Jones, tout juste âgée de 14 ans. Même si Rachel est sa seule épouse officielle, David Koresh ne freine pas ses élans. En 1987, il jettera son dévolu sur Michelle, 12 ans, ainsi que sur la petite sœur de Rachel. D'ailleurs, il aura une fille avec cette dernière, qu'il appellera Serenity. Mais cela ne s'arrête pas là, puisque David est également obsédé par les armes. Dès le début de son règne, il constitue un véritable arsenal au Mont Carmel. Il en fait même un trafic, ce qui lui apportera un peu d'argent. Il fait du Mont Carmel une véritable base d'entraînement. Chaque membre du culte doit se préparer à l'apocalypse. Pour ça, ils vont tous recevoir un entraînement intensif, notamment sur l'utilisation d'armes. David va acheter et se faire livrer un stock très important, des centaines d'armes de guerre passant du simple pistolet jusqu'au lance-grenades. Thou shalt break them with a rod of iron, thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel. The guy's tough. He's got more than guns. He's got God. En juin 1992, un livreur UPS constate un colis mal fermé adressé pour le Mont Carmel. Et en y regardant de plus près, il entrevoit un lot de grenades. Il alerte alors immédiatement sa hiérarchie qui contacte l'ATF. Petite parenthèse pour vous dire que l'ATF est une branche de la police fédérale chargée de réguler l'alcool, le tabac et les armes à feu aux États-Unis. C'est un petit peu l'équivalent de la DEA pour les drogues. Du coup, ils vont donc enquêter sur David Koresh. Ce qu'ils veulent, c'est l'arrêter pour possession d'armes illégales. Mais pour ça, il faut pouvoir réaliser une perquisition et être sûr qu'il possède bien des armes interdites par la loi. Petite parenthèse les amis, pour vous dire qu'au Texas, il n'est pas interdit de posséder une arme. Mais si je dis pas trop de bêtises, il faut que ça soit une arme qui tire au coup par coup et non de manière automatique. C'est-à-dire que l'arme ne doit pas pouvoir tirer en rafale. Mais malgré tout, David Koresh n'est pas bête. Il sait pertinemment qu'il est surveillé par l'ATF. Il se défend de ne réaliser rien d'illégal et d'être dans son bon droit. Mais par prudence, il décide tout de même de ne plus sortir du Mont Carmel. Mais après 7 mois d'observation à distance, les agents fédéraux décident d'infiltrer l'un des leurs, Robert Rodriguez. Et c'est assez simplement, puisque David ne cache rien et parle même ouvertement de ses agissements, que Robert Rodriguez récoltera toutes les informations pour pouvoir avoir un mandat. En février 1993, l'ATF a enfin de quoi perquisitionner le lieu, et peut-être même de quoi mettre Koresh en prison. Malheureusement, rien ne se passera comme prévu. Mais il n'y a pas que l'ATF qui est sur le coup, puisque le 27 février 1993, un long article paraît dans un journal local décrivant la situation à l'intérieur du Mont Carmel, et en pointant du doigt spécifiquement David Koresh ainsi que sur les actions imminentes de la police. Pour l'ATF, il n'y a pas de temps à perdre, il faut intervenir. Et c'est ainsi que le lendemain matin, environ 70 agents de l'ATF dissimulés dans des véhicules arrivent aux abords du Mont Carmel, prêts à intervenir. Mais par manque de discrétion, ils vont être repérés. David est au courant qu'ils sont là, juste à sa porte. Robert Rodriguez, l'agent infiltré, est là, lui aussi, et voit très bien que l'intervention surprise de l'ATF vient de tomber à l'eau. Sous pression, Robert Rodriguez quitte la communauté pour avertir l'ATF, avec la peur d'être abattu en quittant les lieux, ce qui n'arrivera pas. Mais malgré l'avertissement de Rodriguez, l'opération est maintenue. Le matin du 28 février 1993, à 9h30, simplement et calmement, un agent se dirige vers la porte d'entrée dans le but de délivrer le mandat de perquisition. Mais brusquement, il sera arrêté dans son élan par des tirs nourris et plusieurs agents seront touchés. Il n'en fallait pas plus pour que l'opération de l'ATF, baptisée Showtime, soit lancée. Et pendant plus de 2h30, la police et les Davidiens échangent frénétiquement des coups de feu. L'ATF essaye de rentrer dans le bâtiment sans jamais y parvenir. L'opération est bancale, maladroite et désorganisée. En face de l'impressionnante artillerie des Davidiens, 16 agents seront blessés, dont 4 trouveront la mort. Du côté des Davidiens, 6 décéderont et d'autres seront blessés. Parmi eux, David Koresh qui a pris une balle dans le ventre sans que ses jours soient en danger. L'opération est un véritable fiasco. Clairement, l'ATF a sous-estimé l'artillerie du gourou. Et très vite, ils n'ont d'autre choix que de demander un cessez-le-feu. Pour David Koresh, c'est clairement une victoire. L'événement ayant été couvert par les médias, il a publiquement humilié le gouvernement américain, du jamais vu. Pour les agents de l'ATF, c'est un énorme coup dur. Et leur méthode est remise en question par les médias.
Le FBI prendra la suite dans une longue phase de négociation, sous une pression politique et médiatique entourant l'événement. Des négociations qui dureront 51 jours, suivies pratiquement en temps réel à la télévision par des millions de spectateurs du monde entier. L'objectif du FBI, outre la capitulation de David Koresh, c'est de faire sortir les enfants en priorité. Ils vont donc négocier avec le gourou qui demandera en échange de passer ses sermons à la radio. Et c'est ainsi que par petits groupes, parfois accompagnés d'adultes, que des enfants commenceront à sortir. 3 jours plus tard, en échange de sa capitulation, le FBI accepte de diffuser un sermon de 58 minutes du gourou à l'échelle nationale. Pendant presque 1 heure, le gourou raconte sa version de la fin des temps et de sa prophétie. Seulement, au moment de se rendre, il a une nouvelle vision. Dieu lui dit d'attendre. Pour le FBI, ils comprennent bien qu'il va être très difficile de négocier avec un homme qui se prend pour Jésus. Mais petit à petit, la situation avance. Et au bout du 6e jour, c'est 21 enfants qui seront sauvés. Néanmoins, il en reste encore 27 à l'intérieur de la demeure. Mais pour David, plus question de faire sortir à qui que ce soit. De toute façon, les enfants qu'il reste sont les siens, donc interdiction qu'ils sortent. Et avec ça, une inquiétante nouvelle vient de parvenir au FBI. Par un message dissimulé sur l'un des enfants, il est mentionné que David Koresh menace d'exécuter tous les membres de la secte si un enfant de plus sortait. Pour la police, c'en est trop. Ils vont donc entrevoir un siège tout autour de l'établissement. Ils vont aussi essayer de couper l'électricité et les épuiser physiquement et psychologiquement, notamment en les maintenant éveillés la nuit grâce à des projecteurs et une musique incessante. Mais le Mont Carmel est une véritable forteresse. Plus d'une centaine de Davidiens s'y retranchent avec assez de vivres et d'armes pour tenir très longtemps. 51 jours, cela fait 51 jours que le siège de Waco a commencé. C'est beaucoup trop. Ça fait des semaines que David n'a libéré personne et qui se moque ouvertement du FBI. La communication est difficile et plus rien n'avance. Et sur ordre du procureur général et de Washington, les agents se préparent à un nouvel assaut pour en terminer une bonne fois pour toutes. C'est là, le matin du 19 avril 1993, que le FBI donne l'assaut. À l'aide de tanks, il compte faire sortir les membres en plaçant des gaz lacrymogènes à l'intérieur des bâtiments. Sauf que, au bout de quelques minutes, les agents remarqueront 3 fumées blanches qui s'échappent de la résidence. Et en l'espace d'une poignée de minutes, les bâtiments du Mont Carmel prennent feu sous le regard médusé des agents du FBI. C'est ainsi que, refusant toute capitulation face à l'ennemi, David Koresh met en œuvre sa soi-disant prophétie, brûlant les bâtiments et en immolant par la même occasion ses fidèles. Le pire est en train de se réaliser sous les yeux du monde entier et sous l'impuissance générale. Si 9 fidèles arriveront à s'enfuir, c'est 76 personnes, dont 21 enfants qui perdront la vie cette journée-là. En tout, la tragédie de Waco fera 86 morts, dont 4 agents de l'ATF. Après enquête, il s'avère que de nombreux membres, dont David Koresh lui-même, avaient reçu une balle dans la tête juste avant l'incendie. Ce drame restera à jamais gravé dans la mémoire du pays. Et suite à cette tragédie, beaucoup de choses changeront dans les méthodes de l'ATF ainsi que celles du FBI. Les amis, cet épisode fait écho à une autre vidéo que j'avais fait il y a quelques temps, celle sur Jim Jones et du massacre de Johnstown, que vous pouvez voir si vous voulez en cliquant juste là. Et si vous voulez voir les prochaines vidéos et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant juste ici. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.